breton et... Yoran Delacour, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le patron des éditions Yoran M. Banner. Le patron, puis l'unique salarié. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre parcours? Alors, mon père était libraire à Saint-Nazaire. Puis grands-parents libraires, arrière-grands-parents, etc. Donc je peux dire, je suis un petit peu né dedans dans le livre, quoi. Et j'ai commencé comme représentant en livre, enfin mon premier boulot sérieux chez Interforum, le groupe Lafon, Segers, etc. J'étais représentant, donc après mon service militaire, 2 ans chez Interforum, jusqu'au moment où ils ont voulu me changer de région. Bon, ils voulaient mettre à Clermont-Ferrand. Bon, là, j'ai démissionné. Et c'est là que j'ai rencontré Yann Guazoué, qui à l'époque était indépendant, donc qui saturait tout seul, et je suis tombé au fond au bon moment avec lui, au moment où il avait besoin de quelqu'un, et donc j'étais 2 ans son salarié. Alors ceci nous envoie, je sais pas, 76, je crois à peu près. Et après, tous les deux, on a été embauchés par Cobrez. Lui comme directeur, moi comme représentant. Donc ça veut dire que, bon, il y a à peu près, je sais pas, plus de 25 ans, la diffusion de Cobrez, ça démarrait avec 2 personnes. Voilà. Et aujourd'hui, je pense qu'ils sont un peu moins de 30, ils doivent être 28. Alors Cobrez, à l'époque, avait une librairie à La Baule. On a créé... peu de temps après que je sois embauché par Guazoué, on a créé une à Rennes. Celle de Lorient est venue beaucoup plus après. Il y avait déjà celle de Paris qui existait. Celle de Paris qui a toujours le nom Cobrez, mais qui en fait est indépendante. Voilà. Et puis, il y a eu un moment où Guazoué, le directeur, a pris sa retraite. Et puis après, c'était un petit peu la valse des directeurs. Et puis moi, je me suis fait lourder de Cobrez début de 2002, bon, à plus de 50 ans, comme tout un chacun, par un des directeurs que j'avais fait venir, qui était mon candidat, à mon avis, le meilleur, et puis qui n'est pas resté longtemps, mais qui est resté suffisamment longtemps pour me faire plier bagage de Cobrez, quoi. Et après, bon, moi, je suis resté 6 mois chômeur. Et j'avais dans l'idée, c'est une idée que j'avais du temps de Cobrez, de sortir un petit mini dictionnaire. Comme je disais, bon, c'était un des 2 slogans pour le vendre. En breton aussi, on peut tricher aux examens. Voilà. Donc j'ai démarré avec ce petit mini dico français-breton qui est sorti en juin 2002. Et l'année d'après, je sortais dans la même collection le breton anglais, le breton allemand et le corse français. Parce qu'entre-temps, j'avais pris contact avec des Corses que ça intéressait, on peut dire que c'est les premiers qui ont dégainé. Et donc, il y a eu un dictionnaire corse-français qui est sorti en 2003, juin 2003, et qui s'est très très bien vendu, puisque j'en suis à la 2e édition. Par contre, j'ai fait un corse italien et dans la même collection, et là, je me suis vraiment planté. Bon. Et c'est ainsi que sont nées les éditions Yoran M. Banner. Ouais, tout petit au départ. Et puis, après, ça a pris de l'ampleur. C'est-à-dire, après, j'ai sorti un premier livre qui s'appelait, de Marcel Texier, La Bretagne n'a pas dit son dernier mot. Voilà. Et je crois que celui d'après, c'est le bouquin de Christian Hamon sur la Bézanne-Perrotte. Et puis, alors, bon, moi j'avais, disons, 2 objectifs. Démarrer d'abord par la Bretagne et démarrer à la fois sur l'histoire et la linguistique. Voilà, c'est ça qui m'intéressait au départ. Bon, et puis du fait que j'ai sorti mon premier mini-dico corse français, après en toute logique, j'ai sorti dans la même collection que l'histoire de Bretagne de Jean-Pierre Lemat, histoire de Bretagne, le point de vue breton.
Bah, j'ai sorti après, l'année d'après, Histoire de Corse, le point de vue corse, et Histoire de Flandre, le point de vue flamand. Donc le corse et le flamand sont parus en même temps la même année. Le flamand, l'Histoire de Flandre en est à sa 2e édition, et l'Histoire de Corse, bon, elle est finie là, donc j'aborde la 2e édition qui sera complétée. Parce que, en plus, bon, de toute façon, le sous-titre est clair, le point de vue flamand, on sait d'emblée que ce ne sera pas le point de vue français sur l'histoire de Flandre. Et ce que je rajoute maintenant à la fin, il y a tout un cahier des charges, c'est-à-dire qu'il y a des tas d'annexes, il y a l'hymne national, donc en l'occurrence de Vlaamse-Leeuwen pour la Flandre. Après, il y a le drapeau, le blason, la devise, bon, la Flandre n'en a pas, le ou les saints patrons. Et puis, par exemple, Saint-Odile pour l'Alsace. Et puis, bon, des tas de renseignements comme ça. Bon, par exemple, sur l'Alsace, on retrouve aussi le blason. Non, c'est avant. Voilà, le macaron EL, l'hymne national, le drapeau, le blason qui pour l'Alsace ne sont pas le même que pour... le blason est différent du drapeau pour l'Alsace, comme pour la Bretagne, alors que pour la Flandre, c'est exactement le même. Voilà, le blason. Donc l'hymne national alsacien aussi, et puis Saint-Odile, bien sûr, Saint-Patron, etc. quoi. Donc ils sont formatés un petit peu pareil. Voilà. On sent avec cette création des éditions Uranium Banner un engagement militant également au service de la Bretagne, mais au service de disons que moi c'est ma façon d'être internationaliste. En tant que nationaliste breton, bien sûr, je suis très intéressé par la Bretagne, et puis j'espère qu'elle restera, qu'un jour les Bretons pourront prendre en main leur destin. Il se passe des tas de choses actuellement qui vont dans ce sens-là. Et étant breton, donc je me sens forcément solidaire de un petit peu tous les peuples. D'abord en Europe, mais je reste pas forcément en Europe puisque j'ai sorti aussi une histoire de Kabylie, le point de vue kabyle, et j'ai sorti une histoire d'Arménie aussi, voilà. J'espère sortir une histoire des Touaregs, mais ce que je veux dire, je me sens totalement solidaire au fond, tous les peuples qui n'ont pas eu de chance dans leur histoire, qui se sont fait dominer et annexer, et puis qui voudraient bien un peu plus de liberté, sinon la liberté totale. Alors, dans les projets que j'ai l'histoire de Savoie. Bon, mais là, ça traîne parce qu'il y a plusieurs auteurs. Enfin, elle est au moins lancée depuis 4 ans, et puis j'espère qu'elle va sortir en 2014. Et puis alors, j'ai sorti l'histoire de la Wallonie aussi. Bon, puisque j'ai sorti la Flandre, pourquoi pas la Wallonie. Et il arrive des trucs bizarres. Par exemple, j'étais contrat signé, j'étais contacté presque en même temps pour une histoire de la Lorraine, le point de vue lorrain, et une histoire de Dauphiné, le point de vue dauphinois. Bon, ça m'a surpris parce que, à ce que je sache, la Lorraine, on peut toujours dire que la moitié nord de la Moselle est germanophone, ou en tout cas l'était, si elle est de moins en moins malheureusement. Par contre, le Dauphiné, c'est sûr que c'est pas une minorité nationale, mais bon, après tout ce qui va dans un sens fédéraliste, c'est des alliés objectifs pour les Bretons, quoi. Voilà. Donc si ça peut créer une sorte de sentiment, une revendication régionaliste dans le Dauphiné, c'est tout bénef, voilà. Vous-même, vous êtes un militant? Alors, vous avez été? J'ai été. Alors j'ai commencé quand j'étais jeune, je sais plus, 19-20 ans, j'avais commencé un mouvement qui à l'époque s'appelait Jeune Bretagne. On va dire que c'était nationaliste breton de droite, bon, ce qui correspondait au fond à mes idées du moment, parce que moi je suis issu d'une famille traditionnaliste, je veux dire, catholique,
etc. Donc voilà. Après mon service militaire, bon, j'avais fondé un petit mouvement anarcho-autonomiste, puis à la fin anarcho-indépendantiste qui s'appelait Storm Braze. Bon, puis ça s'est terminé, comme tous les mouvements anarchistes de connotation bretonne, ils ne durent jamais très très longtemps. Hein, voilà. Donc ma meilleure expérience, c'était SPV, sur la Povraise, Parti républicain breton. Voilà. Là, ça avait vraiment été ma meilleure expérience politique. Il faut dire que l'époque était assez exceptionnelle parce qu'il y avait Plogoff. Donc on s'était investi à fond dans ce truc-là. Et puis au point de vue formation politique, au point de vue ambiance générale entre les militants, il y avait la pêche, le dynamisme et tout ça. Et en fin de compte, tous les gens qui sont partis, qui ont été à SPV, ils sont toujours d'activité. Bon, par exemple, Jean-Pierre Lemat, qui a fait chez moi l'histoire de Bretagne, le point de vue breton, qui est maintenant président de la CGPME des Côtes d'Armor et qui est partie prenante dans les bonnets rouges actuellement. On s'est connus à cette époque-là, on a milité ensemble et tout ça les étrace, quoi, voilà. Alors après, disons que j'étais 2 ans chez Mgand, mais je faisais pas grand-chose sinon distribuer le journal Combat breton. Au départ c'était Mgand, après il s'appelait Combat breton, mais bon, j'y ai pas retrouvé du tout l'ambiance d'SPV. Je trouvais que ça se chamaillait beaucoup, que c'était pas assez constructif et puis pas assez pro-européen à mon goût. Enfin voilà, donc depuis, je n'ai pas fait grand chose au point de vue militantisme politique, mais je me considère comme un éditeur militant. C'est-à-dire que tout ce que j'édite, ça va dans un sens bien précis, quoi. Alors autrement, j'avais de l'histoire, j'ai un petit peu dévié parce que maintenant je fais des bouquins, par exemple des bouquins nature, hein, les oiseaux des... Bon, celui-là c'est le deuxième, oiseau du bocage breton, mais j'ai aussi oiseaux des côtes bretonnes. Le prochain, ce sera reptiles et batraciens en Bretagne, et toujours avec les mêmes auteurs. On a prévu toute une collection. Donc après reptiles et batraciens, il y aura les mammifères, et puis après les poissons, et puis après... Alors ces bouquins-là se vendent bien aussi, parce que je suis tombé sur une dessinatrice exceptionnelle. Donc ils se vendent... Alors il y a un auteur pour le texte, et une dessinatrice, et puis ces deux-là s'entendent très bien ensemble, ce qui fait que voilà... je crois que le coup de cœur, c'est d'abord pour les dessins, mais ceci dit, le texte est très bien. Voilà. On sent d'ailleurs chez vous une envie d'esthétisme et vraiment un professionnalisme, notamment au niveau de vos couvertures et au niveau des dessins. Vous êtes très attaché à donner cette touche esthétique à vos livres. Ouais, maintenant... c'est pas forcément du goût de tout le monde, mais moi j'aime bien mes couves. Je trouve que, je sais pas, celui-là, Le Front Flamand, c'est un bouquin qui vient juste de sortir, donc de Bouvines à Cassel, ça dit bien ce que ça veut dire, donc c'est le Moyen-Âge. C'est l'époque où les Flamands se défendaient plutôt bien contre les appétits français qui voulaient l'annexer purement et simplement. Il faut dire aussi qu'à l'époque, la Flandre, c'était un pays très riche, hein, qui commerçait beaucoup avec l'Angleterre, aussi avec le textile, les villes qui commençaient à s'émanciper, à devenir des villes franches, et puis une conscience nationale flamande qui était bien, surtout à partir des villes, chaque ville avait comment ses communiers, qui étaient un petit peu comme l'armée suisse, hein, c'est-à-dire c'était des citoyens lambda, principalement artisans commerçants, puisque c'était donc des citadins, mais quand il fallait, qui étaient prêts à prendre les armes, et c'est eux d'ailleurs
ont mis à mal l'armée française à la bataille des Éperons d'Or. Hein. Bon, et là, la fine fleur de la chevalerie française s'est fait défaire par des manants. Et bah oui, et en plus, qui ne respectaient pas les règles du jeu de l'époque, parce que les chevaliers, les nobles et tout ça, ils les tuaient tout pareil, alors qu'à l'époque, bah, les nobles allaient à la guerre comme on va à la chasse, ils n'étaient pas sûrs de ne pas se faire tuer, parce qu'on cherchait à les faire prisonniers pour réclamer une rançon. Les Flamands, à la bataille des Éperons d'Or, bon, ils ont massacré le comte d'Artois, qui était un proche parent de la famille royale française à l'époque, et quand le comte d'Artois, il leur a dit eh mais tu n'es pas, je suis le comte d'Artois, ils ont dit nous on comprend pas français, puis ils l'ont massacré. Est-ce que vous avez des livres depuis votre création qui ont particulièrement marché, qui se sont particulièrement bien vendus, des succès dont vous êtes fiers? J'ai un bouquin local, Oh le sale petit breton. Là, je ne sais pas combien d'éditions j'ai pu faire. Et donc, c'est au fond un petit cheval d'orgueil pour le pays fouenantais, plus particulièrement la forêt fouenant. Voilà. Et celui-là va m'écrire un deuxième tome sur ces années de collégien lycéen, donc de la 6e à la terminale, à Concarneau. Donc le deuxième tome devrait sortir en 2014. Autrement, Jean-Jacques Monnier, Résistance et conscience bretonne. Donc, je sais plus, j'ai sorti à 4000 exemplaires, ils sont tous partis, on n'a plus. Bon, je vais peut-être sortir une deuxième édition, mais il y a le temps, parce que je pense qu'elle peut être complétée. C'est ce que j'ai vu avec l'auteur. Donc, il est possible qu'il mette 1 an et demi, voire 2 ans à le ressortir. Voilà. Autrement, bah, bien sûr, tout ce qui est histoire, bon, l'Alsace était à sa 2e édition, la Flandre également. La Bretagne, ouais, la 2e, mais c'est quand même des gros tirages. Hein. La première édition de l'histoire de Bretagne, c'était 5000 exemplaires. Là, j'ai sorti à 3000. Bon, ils continuent à se vendre régulièrement. Et puis, bien sûr, les dictionnaires. Alors, les dictionnaires... Alors, moi, je me suis spécialisé, au fond, dans les langues peu parlées. Voilà. Bon, pour ne pas dire les langues minoritaires. Donc, au départ, ça a été la toute petite collection comme ça. Donc là, on voit que le breton français, mais j'ai 8 langues avec le français dans cette collection. Bon, on va dire l'anglais, l'allemand, l'italien, l'espagnol, le gallois, le portugais, le néerlandais. Voilà, j'ai 8 langues avec le breton. Alors après, qui a eu ça, ben, j'ai eu un dictionnaire français-occitan, savoyard-français, pardon. La Ligue Romanche de Suisse a fait appel à moi pour que j'en sorte, donc j'ai sorti le romanche allemand, romanche anglais, romanche français et romanche italien. Pour l'Alsace, j'ai sorti un alsacien français, un alsacien allemand. Ah oui, et puis une association cornique, donc de cornouailles britanniques, où là j'ai fait 2 tirages d'un mini déco comme ça, cornique anglais. Donc 2 tirages, ça veut dire 10 000 et 10 000 exemplaires. Voilà. Donc c'est bien pour moi aussi de sortir de la Bretagne, et puis ça crée des liens. Voilà. Par exemple, que ce soit en Alsace, en Savoie ou en Flandre, ou même en Cornouailles britannique, bon, ben, ça me fait connaître... on marche tous dans le même sens, donc ça me fait connaître des gens... d'ailleurs, et puis on confronte nos expériences, etc. Bon, évidemment, on est main dans la main. Bon, par exemple, ce bouquin-là, Atlas des nations sans État en Europe, bon, ça, il ne pouvait être édité que par moi. Donc, c'est de Michel Baudeloré. C'est d'ailleurs lui qui a fait la mise en page. Hein, le bouquin, c'était... carrément livré clé en main, quoi. Là, j'ai pas eu besoin de faire appel à un metteur en page. Et dedans, il y a précisément toutes les minorités nationales d'Europe. Voilà. Avec une fiche d'identité pour chaque. Donc, un petit truc sur la langue, sur l'histoire, sur le statut politique. Bon, puis les symboles, le drapeau, etc. Bon, c'est un ouvrage indispensable, hein, parce qu'au fond,
Si on prend un atlas officiel, ça va être les États actuels. Là, ben non, pas du tout. Là, ce sont au contraire les nations sans État, quoi. Voilà. Et Michel Baudelaire, c'est très précis, hein. Par exemple, un drapeau, il n'y a pas simplement que le drapeau lui-même, il y a les dimensions exactes du drapeau. La proberte, bon, celui-là, on voit qu'il est très rectangulaire. Bon, c'est 1/2. À côté de ça, bon, ça c'est comme le drapeau français, c'est 2/3, 1/3. À côté de ça, la Savoie, c'est carré. Voilà. Donc il va jusqu'à respecter les dimensions officielles du drapeau en question. Les grisons, bien sûr, étant suisse, c'est carré, quoi. Voilà. Enfin, oui, le canton des Grisons pour la langue romanche, puisqu'au fond, le romanche n'est parlé que dans l'unique canton des Grisons, quoi. Voilà. Alors les Écossais, c'est marrant, parce que là, leur drapeau, d'une part, il n'a pas du tout les proportions d'un drapeau britannique, parce que l'Irlande, hein, c'est 1-2, quoi, comme le drapeau comme Union Jack, au fond. Et les Écossais, voulant se démarquer des Anglais, donc ont choisi des proportions différentes. Et en plus, ils ont choisi un bleu différent de l'Union Jack, parce que l'Union Jack, c'est un drapeau bleu marine, et eux, ils ont plutôt un drapeau avec un bleu, disons, un petit peu turquoise, hein. Bon, il y a le pantôme officiel. C'est surtout qu'ils ne voulaient pas que... Parce que dans le drapeau britannique, l'Union Jack, au fond, c'est l'addition du drapeau anglais, du drapeau écossais, et ils ont créé un pseudo-drapeau irlandais avec une croix de Saint-Patrick rouge en diagonale comme ça sur fond blanc. Bon, en fait, bon, c'est eux qui ont inventé ce pseudo. Bon, pour faire l'addition de l'Irlande, de l'Écosse et de l'Angleterre dans l'Union Jack. Et donc les Écossais, il y a un bleu différent, beaucoup plus clair que celui du drapeau britannique, parce qu'ils ne voulaient surtout pas être assimilés. Alors c'est marrant parce qu'on trouve des tas de petits trucs comme ça pour bien se démarquer du pays dominant, quoi. Vous avez des projets à venir? Quels sont vos grands projets d'édition? Alors, projet d'édition, un gros projet, là, c'est... Quand je l'aurai sorti, ce sera un petit peu mon chant du cygne, parce qu'au fond, j'ai 62 ans, là, je suis en retraite depuis le 1er avril 2013. C'est de ressortir l'histoire de Bretagne de d'Argentré. Voilà. Donc je fais... Bon, le projet est en route, hein, il est déjà commencé, mais c'est un immense boulot parce que je veux la mettre en français moderne. Je veux pas qu'elle soit juste pour des spécialistes. Je veux qu'elle soit abordable par tout un chacun. On va dire grosso modo, celui qui a un niveau bac, aucun problème pour le lire, quoi. Voilà. Je veux qu'elle soit grand public. Alors cette histoire, bon, elle a toute une histoire, c'est qu'elle est sortie en 1582. Donc 1532-1582, la perte de l'indépendance n'était pas loin. Ce Bertrand d'Argentré, il avait des idées, il était bien breton, des idées politiques bien précises, et en fait il n'acceptait pas l'annexion, donc la première édition qu'il a sortie de son histoire de Bretagne, on pourrait dire en termes modernes qu'elle était nationaliste. Et étant nationaliste bretonne, elle était forcément francophobe, pardon. Ce qui n'a pas plu du tout au pouvoir royal de l'époque, donc il a fait saisir le bouquin, brûlé en auto-da-fé et tout ça, et il est ressorti une version expurgée en 1587. Mon ambition dans ce truc-là, c'est de rendre aux Bretons une histoire qui leur a été confisquée, et bon... censuré, on va dire castré, et de rendre le texte original. Parce que coup de bol, dans l'édition qui a été brûlée en auto-da-fé, il y a forcément des exemplaires qui ont échappé. Il y en a un notamment au CRBC à Brest, là, à la fac, que j'ai pu compulser d'ailleurs. Et donc, bon, c'est bien de mettre en évidence tous les passages qui ont été censurés. Bon, j'aurai un bon préfacier puisqu'il s'agit de Jean-Pierre Hervé, donc qui est sans doute un des meilleurs, sinon le meilleur historien médiéviste actuellement de Bretagne. J'envisage aussi de ressortir
le nobiliaire et armorial de Bretagne de Potier de Courcy. Là, ce sera aussi un gros bouquin, un petit peu dans la même collection que celui que j'ai déjà sorti, l'Europe aux 1000 blasons. Et surtout, je le mets tout en couleur, parce que l'édition de Floch à Mayenne, c'était juste un reprint. Donc le mien, ce sera un album, format de l'Europe aux 1000 blasons. Tous les blasons seront en couleur, et puis en plus, je le réactualise. C'est-à-dire que les familles qui sont éteintes depuis, parce que l'édition originale date de la deuxième moitié du 19e, les familles qui sont éteintes depuis seront dedans. Enfin, ce sera mentionné tout au moins. Et puis, par exemple, il y aura Olivier de Kersauzon dedans, enfin, je sais pas, Jocelyn Drouin, enfin, un petit peu ceux de ces familles-là qui ont laissé un nom dans... qu'on fait quelque chose qui les a rendus un petit peu célèbres, que, au point de vue maritime pour Kersauzon, mais enfin il y a des... ça peut être acteur de cinéma, il y en a, je sais plus le nom en tête là, mais acteur breton issu d'une famille noble, enfin voilà. Donc ce sera, je le ressors, mais actualisé, et puis blason en couleur. Donc voilà. Tu fais aussi, et notamment là je vois le dernier livre de Lionel Henry, tu fais aussi des ouvrages à caractère plus politique. Oui. Et plus d'actualité également, puisque ce dictionnaire biographique du mouvement breton traite essentiellement du mouvement breton récent. Hein. 20e et puis 21e. Donc, alors là, je l'ai tiré qu'à 1000 exemplaires, mais c'est volontairement, parce que forcément, il y a des oublis dedans. Donc, moi, je préfère tirer à 1000 exemplaires. Bon, je pense qu'il va se vendre facilement. Hein, je n'ai pas de souci là-dessus. Et donc, pour prévoir une deuxième édition, qui sera également tirée à 1000 exemplaires, mais où il y aura des corrections, parce qu'il y a des petites fautes qui sont restées dedans. Et puis il sera complété, la deuxième édition, quoi, voilà. Donc ça, c'est un bouquin, on peut dire, en tout cas, qui va durer quelques années, mais en tout cas, là, je suis sûr qu'il y aura 2 éditions, 3, j'en sais rien. Voilà. Est-ce qu'il y a actuellement des plumes bretonnes qui se distinguent, qui viennent à toi? En polar, ouais. Autrement, moi, je fais pas tellement de romans, hein, il faut que ce soit des romans historiques. Voilà. Bon, il y a une fille d'Ergué-Gabéric, là, Hélène Villebois-Coïc, qui a sorti un bouquin, La constellation de l'Hermine. Donc, ça se passe du temps de la Compagnie des Indes et tout ça. Bon, c'est le bouquin qui est pas mal, qui est bon. Quand on a commencé, on a envie de le terminer. En plus, d'un point de vue historique, il tient bien la route. Bon, j'ai sorti aussi Hervé de Portsmogher, là. Donc, Corsaire breton du temps de la duchesse Anne. Bon, c'est pareil, c'est un roman historique. Ça me déplaît pas de sortir des romans historiques, parce que par rapport à un livre d'histoire pure, c'est beaucoup plus vivant, beaucoup plus agréable à lire. Bon, c'est une histoire, voilà. Autrement, un bouquin historique pur, c'est surtout les passionnés d'histoire qui vont lire. Ça va être un public déjà plus restreint. Peut-être un petit mot également sur, on a vu que tu étais engagé, sur la situation en Bretagne actuellement. Je vois qu'il y a le livre Les Bonnets Rouges. Quel est ton point de vue sur ce qui se passe en Bretagne? Alors d'abord le livre sur les Bonnets Rouges, c'est marrant parce que je l'avais sorti en 2012. Et là, avec les événements récents, il s'est trouvé une deuxième jeunesse, hein, parce que j'en ai plus vendu au mois de novembre, 364 pour être précis, qu'à la parution, je sais pas, un peu plus de 200 mises en place, quoi. Alors moi j'avais fait ce chapitre-là, là où je prends à partie le préfet, parce qu'il y a eu toute une polémique, il ne voulait pas que sur les panneaux là, qui sont sur le côté de la 4 voies qui longe Carré, il ne voulait pas que le bonnet rouge ait une faux. Donc il a obligé le conseil municipal à rectifier sa copie, et le bonnet rouge actuel brandit le code paysan. Voilà, parce que ça faisait pas bien pour le préfet d'avoir une faux, un rebelle. Voilà. Donc là, il est toujours rebelle, mais bon, un petit peu moins.
en tout cas moins violent, voilà. Moi, je suis impliqué dedans, hein. On est en train de constituer sur Fouesnant, le canton de Fouesnant plus exactement. Donc, on a une première réunion, on aura une deuxième avant la fin de l'année, puis la grande réunion pour inviter tous ceux qui sont intéressés sur le canton, ça se fera début janvier. Voilà, donc j'ai repris au fond du militantisme politique vraiment avec les bonnets rouges. Alors ceci dit, moi, si tu veux, pour préciser un petit peu mes opinions politiques, je suis indépendantiste. Pour moi, l'autonomie, c'est une étape, mais pour aller plus loin. Quand je dis indépendantiste, c'est pas tout à fait exact, parce que pour moi, c'est dans le cadre de l'Union européenne. Donc, Fédéraliste. voilà. Donc je vise à ce que mon espoir, c'est que la Bretagne soit un État membre de l'Union sur pied d'égalité avec tous les autres États membres actuels. Bon, je sais bien que c'est pas la Bretagne qui arrivera en premier, hein. Je pense que ça va être la Catalogne. L'Écosse, ils ont le référendum de prévu, mais c'est moins sûr. Mais enfin, de toute façon, à partir du moment où un pays ou une nation sans État qui actuellement qui géographiquement est dans l'Union européenne, mais qui va y accéder comme politiquement en tant qu'État membre, donc ça veut dire que la Catalogne, en tout cas le Sud, va se séparer de l'Espagne et postuler son entrée, si en tout cas ils ont la majorité des voix au référendum qu'ils ont prévu, je crois en novembre 2014. S'ils proclament leur indépendance, après, ça va être un cas de figure qui n'a pas été encore, qui n'a pas existé dans l'Union européenne, mais immédiatement la Catalogne va demander son adhésion à l'Union. Voilà. Et là, je trouve que les Catalans vont déclencher quelque chose, hein, parce que là, c'est ouvrir la boîte de Pandore, parce que il n'y a pas que les Catalans qui rêvent de ça. Bon, il y a bien sûr les Basques, les Flamands de Belgique, les Écossais, mais ça aura une répercussion énorme, y compris pour nous en Bretagne, quoi. Alors autrement, si je me situe sur l'échelle droite-gauche, moi je me considère à gauche. Bon, ceci dit, je me sens aucun point commun avec la gauche française, hein. Pour moi, c'est des ennemis politiques, voilà. Disons que si le PSU existait toujours, ce serait ma tendance politique actuelle. Bon, moi j'aimais bien, mais aussi parce que bon, c'est ma génération, j'aimais bien Daniel Cohn-Bendit. Bon, je trouvais qu'il avait des idées neuves, etc. Bon, le pauvre, il a essayé de faire quelque chose, et puis, en fin de compte, je crois que même au niveau des Verts, c'est pas possible de changer quelque chose, hein. Je crois que la France est un pays irréformable. Et puis si je peux citer De Gaulle, je dirais que celui-ci avait bien pigé le truc quand il a dit que c'était impossible de faire des réformes à la France. À chaque fois, il fallait une révolution. Et puis on est dans ce cas de figure. Et puis je crois qu'il n'y a plus rien à attendre de la France. Elle est en train de sombrer tranquillement, mais irrémédiablement. Et je crois qu'elle est plombée par son système centraliste, qui est complètement obsolète, paralysant, et que de toute façon, comme elle ne peut pas s'en défaire, elle va continuer à sombrer. Et la chance des Bretons, parce que là, on a une vraie chance historique. Il y a le paquebot France qui est en train de couler, bon, sauf que le chalutier Bretagne, il est amarré avec un bout au paquebot France, et que si les Bretons veulent s'en sortir, tôt ou tard, il faudra couper le bout. Et je crois qu'avec les bonnets rouges, bon, il y a quelque chose qui s'amorce. Et on voit bien que le slogan Vive, décider, travailler en Bretagne, bon, le mot important c'est décider, parce que celui-là détermine les deux autres. Et je crois que petit à petit, on va demander des compétences pour la région de plus en plus. Et puis c'est la seule façon pour nous autres de s'en sortir, c'est qu'on puisse décider le plus possible de ce qu'on a envie de faire nous autres en Bretagne. Et je sais
je ne sous-estime pas du tout les Bretons, au contraire. Et je pense qu'on a tout à fait les capacités de diriger nous-mêmes notre propre pays, d'autant que diriger un petit pays, c'est beaucoup plus facile que diriger un pays de 60 000 ou 70 000 habitants. C'est aussi la démocratie de proximité. Et ben voilà, pour moi, c'est ça l'avenir. Tu te considères comme étant un éveilleur, justement, de par les bouquins que tu édites? Ben, je ne sais pas si j'ai cette prétention, mais en tout cas, si je peux contribuer à mon petit niveau à une prise de conscience bretonne, ben, moi, ben, je serais content. C'est un peu ce que je vise. Bon, c'est sûr que je trouve qu'il existe en Bretagne une sorte de, je dirais, de nationalisme sentimental qui est fort. Le problème, c'est qu'il ne débouche pas forcément sur un nationalisme mature, un nationalisme politique. Et je trouve qu'avec les bonnets rouges, ben, c'est ça qui est un petit peu en train de se passer en ce moment. Bon, c'est vrai que c'est pas un mouvement fermé, c'est un mouvement très ouvert, qui regroupe à la fois aussi bien les classes d'âge que les classes sociales, aussi les diverses nuances d'opinion politique, que ce soit sur le point de vue breton ou si on se place sur l'échelle droite-gauche. Mais en tout cas, c'est important que tout ce monde-là décide de bosser ensemble sans arrière-pensée et que uniquement pour la Bretagne. Voilà. Et je crois que la cause bretonne est suffisamment fédératrice pour qu'on arrive à ça. Et je trouve que c'est ce qui était en train de se passer en ce moment, quoi. Pour les livres de Joran Banner, donc ils sont disponibles sur toute la Bretagne. Pour ceux qui n'habitent pas en Bretagne et qui souhaitent se procurer tes livres, comment ça se passe? Tu as un site internet? Ouais, j'ai un site. Bon, c'est très facile à trouver. Hein. Le site, c'est joran-mborner.com. Il n'y a même pas besoin de ça. On met Joran sur Google et on tombe tout de suite sur mon site, quoi. Alors, ouais, tiens, j'ai pas trop parlé de ça pour mes dictionnaires. En fait, je me suis fait une spécialisation pour les langues peu parlées. Mais, bon, par exemple, là, bah voilà, l'arménien français. Alors, ça, c'est marrant, j'ai un exprès, quoi. Parce que, bon, les Arméniens, ils ont un alphabet vraiment à eux. Bon, heureusement, il y a la phonétique, hein, enfin, pas la phonétique internationale, mais une phonétique adaptée pour les francophones pour prononcer les mots. Et là, c'est mon premier dictionnaire en cyrillique. Le français bulgare, voilà. Alors par exemple, bon là j'ai sorti le catalan français, mais j'ai aussi le catalan breton, comme j'ai le breton irlandais dans la même collection, mais quand c'est avec le breton, il me faut des aides. En l'occurrence, pour les deux que je viens de citer, j'ai une aide d'Office Public Arbrezonnec, non d'Office Arbrezonnec, parce qu'avec Office Public Arbrezonnec, ça semble beaucoup plus difficile. Enfin, ceux-là, je les ai fait du temps où c'était Office Arbrezonnec tout court. Et je cherche toujours des langues, enfin des auteurs plus exactement, et j'en trouve pas. Alors souvent, c'est un coup de bol quand je tombe sur un auteur. Par exemple, je cherche l'albanais, le letton, l'estonien. Alors l'ukrainien, je viens de trouver quelqu'un. Voilà. Et ça s'est fait par une amie étudiante de ma fille à Lorient. Voilà. Donc l'ukrainien sera mon deuxième en cyrillique. Mais bon, bah, au fond, un appel à tous ceux qui regardent Braise Info, s'ils ont des idées, des connaissances dans les langues que j'ai toujours pas éditées, ben, qu'ils n'hésitent pas à prendre contact avec moi. Je suis preneur. Voilà. Et donc je me suis fait un peu une spécialisation de l'éditeur qui fait des dictionnaires sur des langues minoritaires, minorisées ou peu parler, enfin je m'en fiche du terme, parce que ça ne peut pas intéresser les gros éditeurs, hein. Ils vont faire le français, je sais pas, anglais, allemand, chinois, russe, tout ce qu'on veut, mais les langues minoritaires les intéressent pas parce que ça n'est pas rentable. Bon, ça c'est vraiment du militantisme, et des fois j'ai un coup de peau. Par exemple le roumain français, ben, j'étais très surpris, mais j'en suis, je crois, à la 6e édition. Hein. Après le breton, c'est celui que je vends le plus. Voilà. Est-ce que tu aurais un dernier message à faire passer?
Ben que, Bon, que je pense l'époque. notamment au fait que on sent une baisse du lectorat global, que les jeunes, disent que les jeunes notamment lisent de moins en moins. Est-ce que tu le constates? Est-ce que tu as des remèdes? Je n'ai pas de remède, bon, mais c'est vrai que mes tirages sont beaucoup moins importants que ce que j'aurais pu faire il y a 20 ans. Mais enfin, il y a 20 ans, j'étais à Cobreis, donc c'était pas moi qui m'était qui était éditeur. Enfin, j'ai contribué, je faisais partie du comité de lecture, etc. Mais maintenant que c'est moi qui fais les livres, ben, je suis obligé de regarder au tirage, hein, parce que j'ai eu quand même des sacrées catastrophes. Je pense à Lutte écologiste dans le Finistère, Tristan Iseult de Bédier illustré par Xavier Langlais, j'y ai cru, ça c'est ben ouais, ça pas vendu. Roparcémon, là, un breton redécouvrant la Bretagne, catastrophe. Et pour un petit machin comme moi, quand je me prends une catastrophe en bouquin, hein, à l'époque, je m'étais fait un an à m'en remettre. Hein. Donc maintenant, je suis beaucoup plus prudent dans mes tirages, quitte à retirer. Hein, bon, sauf par exemple pour Giraudon, bon ça, un bouquin cartonné, on peut pas le tirer à 1000 exemplaires. Hein. Sans ça, ce serait hors de prix. Mais là, je savais que celui-là, je pouvais tirer à 3000. Je sais que je vais épuiser totalement l'édition. De surcroît, bon, avantage pour ce bouquin-là, c'est que j'ai un auteur, Daniel Giraudon, qui est hyper dynamique, qui fait des conférences, des signatures, qui vend beaucoup lui-même. Bon, donc, chaque fois qu'il y a conférence, signature, ça fait quand même un article dans le journal. Et puis, lui, il vend à la fin des conférences. Là, c'est des bouquins, je dirais, qui se vendent tout seuls, à la fois par le thème, par l'auteur qui est connu, et aussi l'auteur en vend lui-même pour son propre compte, en multipliant les conférences. Voilà. Quels seraient les conseils pour un jeune qui veut se lancer dans l'édition? Est-ce qu'on peut gagner sa vie dans l'édition? Non, 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 non. Non, euh, bon, par exemple, moi, quand j'ai commencé à sortir les livres, je me suis, bon, là, je sais pas, je dois être à peu près à 140 titres, et sur les 140 titres, un tiers c'est des dictionnaires, hein, voilà. Je me suis rendu compte bien vite qu'on pouvait pas, non seulement on pouvait pas vivre avec ces éditions, mais qu'en plus, en tout cas au départ, ça a été je dirais un gouffre financier. Alors c'est pour ça que j'ai une deuxième activité, c'est-à-dire que je pars toutes les semaines sur les routes, que je suis représentant en produits bretons. Donc j'ai créé moi-même ma propre boîte, mais je travaille aussi pour d'autres boîtes. Je travaille par exemple pour la brasserie Trimartolaude. Donc je prends des commandes, c'est eux qui livrent et qui facturent, moi je suis commissionné. Pour une boîte de drapeaux qui s'appelle Sophidial, pour un vigneron du pays nantais. Mais disons qu'en l'espace de 10 ans, j'ai fait 280 clients, donc sur les 5 départements bretons, et je fais du laisser sur place. C'est-à-dire j'ai ma voiture commerciale, chez la marchandise dedans, que ce soit les t-shirts autocollants, porte-clés, hermine en pluche, pendentifs celtiques, etc. Et quand je vais chez un client, on fait la commande ensemble, et puis après, je passe le reste du temps à tout amener dans le magasin, et je fais la facture sur place. Et c'est ça qui m'a permis de continuer à éditer, parce que si j'avais pas eu ça, je serais mort en tant qu'éditeur. Ça m'a renfloué le déficit des bouquins, et sauf que maintenant, on va dire depuis 2010, mi-2010, le chiffre d'affaires livre a dépassé le chiffre d'affaires produits divers. Et c'était indispensable, mais j'aurais quand même mis pas loin de 7 ans à arriver à ça. Hein. Et pas loin de 7 ans aussi pour se créer une clientèle fidèle sur les 5 départements. Donc ma clientèle, ça va être des stations essence, sur la 4 voies. Au fond, j'ai deux casquettes. Hein. Je suis éditeur et pendant le reste de la semaine, je suis sur les routes à vendre tous ce que j'appelle produits de boutique, des produits à Teva 19.6. Bon, mais le problème, c'est que en temps,
j'ai pas de temps libre. Ça veut dire je travaille tout le week-end. Normalement, je pars sur la route mardi début d'après-midi et je rentre que le vendredi soir. Et entre le vendredi soir et le mardi midi, j'ai les commandes à traiter parce que j'ai un site, il faut expédier tout ça. Et puis, quand je m'occupe de mes éditions, c'est plutôt le week-end. Bon, là, je suis en retraite, donc j'essaye de vendre toute la partie boutique parce que, bon, en quelques années, quand même, j'ai mon réseau de 280 clients. Bon, j'ai envie que ça continue, quoi. Ce serait vraiment dommage. Alors, je cherche un repreneur actuellement. Donc, pour la partie boutique, hein. Oui, uniquement pour la partie boutique. Bah oui. Yoran Delacour, je vous remercie pour l'interview. Ok. Betonig, pune Severio, pune Palais en castan, Warren se don afro, pune Neti en étour, sans Kunaret, pune des gaz d'Avat, dans Meg d'Ileset, Aïta, ma mignonnette. Betonig, t'avais sével vraiment, t'avais pédé sans cadeau, t'avais franc, t'as roman, t'avais été en méostif, faisait nous en dispar, t'avais été en mon noir roc, t'avais des agloires, aïta, avec le bout des alas. Det är för om wes, det är väl som tomtad, barnen med det, det är till om det öppen, där var ett genombrå, det är till om som diser, där får igen att stå, en homme sera drôle.